Bonjour, je m'appelle Lina Atalla. Je suis la rédactrice en chef d'un média en Égypte qui s'appelle Madamos, un média sur Internet qui traite surtout l'actualité, mais qui s'intéresse à différentes rubriques, le social, le politique, l'économique et le culturel surtout. Amada, le travail qu'on fait, c'est surtout l'enquête journalistique dans sa forme traditionnelle. Donc, on fait le travail, le journalisme d'investigation, de reportage à long format, aussi tant que courir évidemment après l'actualité. Mais en même temps aussi, nous sommes intéressés à développer, nous avons été toujours intéressés à développer nos formes journalistiques, surtout en interrogeant des formes un peu plutôt artistiques, des formes littéraires. Il y a plusieurs raisons pour ces choix-là, à notre avis. De toute façon, notre approche a été toujours que le journalisme est un travail où on essaye de repenser l'ordinaire en commençant par le raconter. Et ça, c'est non seulement avec l'intention de le représenter, mais surtout, c'est avec l'intention de l'interroger et de le repenser. Et dans ce contexte-là, nous avons un intérêt et nous tenons à créer des espaces de réflexion sur notre vie sociale. Et en créant ces espaces-là, on essaye d'interroger les différentes structures de pouvoir, par exemple, qui influencent cette vie sociale, que ce soit pouvoir étatique, que ce soit pouvoir collectif social. Nous tenons aussi à essayer de comprendre comment les changements dans cette vie sociale prennent place, non seulement par force de pouvoir structurel, mais aussi par force plutôt invisible et organique. Euh, et euh, et c'est particulièrement ces subtilités qui nous poussent à avoir ressort à l'art dans le genre de travail qu'on fait, surtout le littéraire, puisque notre travail est surtout textuel. On écrit beaucoup, on écrit à format long beaucoup. Et on a ressort à l'art parce que nous pensons que c'est une façon d'activer un peu l'imagination, le spéculatif, puisque nous ne tenons pas nécessairement à seulement raconter la réalité telle qu'elle est, mais aussi à poser des questions sur les possibilités de mouvements et de changements qui peuvent prendre place dans cette réalité-là. Donc, c'est pour cela qu'il y a toujours cette combinaison entre le journalistique classique et le littéraire artistique dans le travail que nous faisons et dans notre approche surtout de comment on écrit et on représente des questions sur la vie sociale, la vie de tous les jours et la vie ordinaire. Donc ça, c'est pour donner un peu de contexte général aux médias dans lequel je travaille, qui a commencé d'ailleurs en Égypte en 2013, une année qui a été très difficile pour nous tous, une année qui a vu un changement, une transformation politique profonde dans laquelle nous vivons toujours, dans laquelle nous avons été, nous faisons témoin une forme d'autorité assez répressive que nous n'avons pas vu avant ça, ce qui donne plus de profondeur et de nécessité au travail qu'on fait et surtout de cette façon, ce genre de réflexion profonde sur la vie sociale. Je passe de ça pour parler un peu sur notre travail sur la pandémie et comment nous avons choisi de parler de la pandémie et de couvrir la pandémie. Une fois que la crise a commencé à apparaître plus clairement en Égypte vers le mois de mars, plus ou moins, c'était clair pour nous que nous ne voulons pas couvrir cette pandémie du point de vue de nombre seulement.
C'est-à-dire que le ministère de Santé fait sortir chaque jour un tableau avec des détails sur le nombre de personnes qui ont eu l'infection, le nombre de morts, etc. Et pour nous, c'était clair que raconter cette histoire par l'intermédiaire de nombres ne va pas vraiment la médiatiser, ne va pas vraiment la raconter, ne va pas vraiment réussir à raconter ce qu'est vivre en tant que société, en tant que différentes communautés avec cette pandémie, avec cette crise. Et pour nous, c'est là où c'était clair pour nous qu'il faut trouver des moyens de raconter sur toutes les expériences que des nombres. Donc, j'utilise ici expérience en juxtaposant l'idée de l'expérience à l'idée des nombres. Et là, j'emprunte un peu des idées de quelqu'un comme Walter Benjamin qui parlait toujours de cette idée de l'expérience vis-à-vis l'information dans le monde des médias. Et quand je parle d'expérience, les expériences principales que nous avons senti que c'est très important de les raconter, c'est les différents genres de travail qui ont été influencés, soit directement ou indirectement par la pandémie. Donc, directement, c'est clair, nous avons raconté beaucoup d'histoires de docteurs et d'infirmiers et d'infirmières qui fournissaient des services principaux de santé aux patients dans des hôpitaux, des quarantaines et tout ça. Et donc, nous avons raconté beaucoup d'histoires de travailler dans ces conditions-là, les défis que ces fournisseurs de services principaux auxquels ils étaient exposés, surtout avec des méthodes de confrontation, de contagion qui ne sont pas assez développées dans nos hôpitaux. Surtout les histoires de ces infirmiers et ces infirmières qui viennent des villages qui sont déjà assez rejetés et refusés par leur communauté parce que leur communauté pense qu'ils ont choisi d'être au milieu de la contagion au lieu de rester avec leur famille et dans leur village et se protéger et les protéger. Donc, c'était une dynamique très intéressante à raconter. C'était une façon de raconter comment le virus et la pandémie a commencé à être stigmatisé déjà dans certaines communautés. Et on a réussi à raconter cette histoire par l'intermédiaire des expériences de ces infirmiers et infirmières. Mais aussi, ça nous a intéressé de regarder les expériences de personnes qui travaillaient et qui ont été un peu plus ou moins indirectement influencées par la crise. Donc, par exemple, nous avons fait un long article, une petite investigation sur la livraison à domicile, comme quoi beaucoup de personnes ont eu plus de ressorts à ce genre de service plus qu'avant, sachant que nous vivons dans un pays qui est assez très dépendant sur un réseau assez informel de livraison à domicile. D'ailleurs, on vient d'apprendre, par exemple, comme quoi le service d'Uber Eats, donc la grande société d'Uber qui avait ajouté un service de livraison alimentaire, n'a pas réussi, comme le service d'Uber Eats n'a pas réussi à continuer son travail en Égypte, tellement il y a de services de livraison qui existent. Donc, on a raconté cette histoire. On a raconté les histoires des éboueurs qui n'ont pas le luxe d'arrêter leur travail, alors que c'est le genre de travail qui peut facilement leur faire passer la contagion. Donc, c'était intéressant de voir tout ça. Et c'est là où nous avons réalisé que le coronavirus est devenu comme non seulement un événement que nous sommes en train de couvrir en tant qu'actualité et tout ça, mais surtout une optique à travers laquelle on peut redécouvrir plusieurs choses. On peut mettre beaucoup de lumière sur beaucoup d'invisibilité, sur beaucoup de formes de travail auxquelles on ne fait pas trop d'attention, mais qui sont assez nécessaires et qui sont remontées sur la surface par force de cette crise. Donc,
c'était une grande leçon pour nous, apprendre comment la pandémie peut devenir vraiment une optique pour aborder des questions sur le travail d'une façon plus profonde, en faisant ces zoom-in sur de différents profils travailleurs et l'idée du travail. Et dernièrement, ça nous a aussi encouragé à regarder sur des formes de travail qui ne sont pas assez traditionnelles ou qui ne sont pas considérées comme travail, comme l'idée du soin familial, comme forme de travail non payé. Donc, comment être en confinement, en famille, dans cette position de travailler pour la famille, de fournir des soins pour la famille. Donc, ça a élargi aussi notre conception de ce qu'est le travail, surtout aussi le travail qui n'est pas payé. Bon, c'était et ça continue à être un exercice très intéressant à nous. Et je pense que c'est un moment qui nous a vraiment enrichis en tant que journalistes.